On va continuer, c'est reparti. On va continuer de parler de FireMonkey, bien entendu. On a encore pas mal de choses à dire. On va d'abord continuer sur une application 2D avant de passer à la 3D. Donc on a vu tout à l'heure, je vais prendre un bouton par exemple, qu'on avait possibilité sur les composants de rajouter, de modifier le style d'un composant. On a vu, donc quand on cliquait avec le bouton droit, on avait possibilité de modifier un style personnalisé. Normalement, on va refaire le test. Si je modifie un style par défaut, ici, donc on voit sur, je clique avec le bouton droit, je fais modifier le style par défaut. Ici, j'ai mon style, bouton 1, style 1, d'accord. Je peux renommer, bien entendu, si je veux. J'ai toute une série de propriétés ensuite qui sont là. Donc, en dessous, je vois qu'il est formé, mon bouton, il est formé d'un rectangle, d'accord, d'un type T rectangle. Il y a une propriété texte. Et il y a également une propriété Teglo Effect, en fait, qui va venir quand on a le focus directement. Donc si on regarde, on peut intervenir bien entendu sur chacune des propriétés, des parties de mon bouton. Je pourrais par exemple dire ici que sur mon bouton, je vais modifier par exemple le rotation angle, mettre un angle de 30. On voit que le texte de mon bouton a tourné dans ce cas-là. Et je pourrais par exemple dire qu'il va être en gras. Voilà. Alors, on va faire appliquer et fermer. OK. Chaque fois sur la rotation, il a du mal quand même. Je voulais juste vérifier quelque chose. Si on rajoute, on va pas modifier le style par défaut. On va enlever le rotation angle, parce que ça a l'air de le perturber. OK. On va prendre ça que je vais faire, appliquer et fermer. Ce qui est intéressant dans les styles, en fait, si on voit le rectangle, il contient pas mal de choses, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser les effets et les animations dans les styles, en fait. Je pourrais très bien, par exemple, dire sur mon T-rectangle que je vais rajouter un T-shadow effect. D'accord. Ici, j'ai bien un T-shadow qui a été rajouté. D'accord. J'ai bien entendu les propriétés de mon shadow, de mon ombre. Je pourrais faire appliquer et fermer, et là, automatiquement, mon bouton a un style très particulier. Donc, dans les styles, je peux non seulement je peux faire appel à comment ça s'appelle, aux propriétés en fait des parties qui forment mon composant, mais on peut également rajouter des effets ou des animations ou ce genre de choses, quoi. Là, on l'a vu, et c'est ce qu'on a dit, donc à partir du moment où on positionne un composant, on a un composant Stilbo qui vient se positionner, et c'est lui qui va contenir les différents effets que j'aurai créés sur ma fenêtre. On a dit également qu'on avait possibilité, pardon, c'est pas ça, programme file, embarque Calero, Ride Studio 9.0, dans Redist, dans les styles, dans FireMonkey. Voilà, on a toute une série de styles qui sont disponibles.
Donc on a la possibilité d'utiliser des styles déjà qu'on va utiliser au niveau de l'application. On l'a dit, si on veut au niveau de chaque composant, on a la possibilité de modifier les styles des composants. On verra dans le dev du jeudi sur la création du composant, le dernier, du 10 mai, qu'il faut définir les composants d'un certain type pour pouvoir bénéficier de ça et pour pouvoir les adapter en fonction des styles. Mais on peut avoir besoin également de rajouter des styles pour toute l'application, en fait, quoi. Donc, bien entendu, quand je crée un style, ou que je modifie un style, j'ai possibilité d'enregistrer mon style. De la même manière, je peux aller charger un nouveau style. Donc, on pourrait, par exemple, aller dans Programme File, Embarcadero, RAD Studio, 9.0, Resist, style, FireMonkey, prendre par exemple un des styles Minecraft. Okay. Donc, automatiquement, mon bouton il est avec le style qui est défini pour le style Minecraft. Mais je pourrais décider aussi et vouloir que mon style soit pris en compte pour toute mon application. Pour ça, je me crée mon style où je veux utiliser, là en l'occurrence, on va utiliser un style déjà existant, d'accord. Et on va mettre quelques composants. Toujours le problématique du parent. Hein. Ok. On va mettre toute une série de composants. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Color panel. Pro base bar. On va mettre une valeur. Edit. Voilà. Et là, on va formater Open Dialog. Et sur le clic du bouton, on va faire if open, voilà. Ça fait plusieurs fois que j'ai fait cette même bêtise. Je crée une application, une unité et pas une application. On va recommencer. Bouton, sur un des boutons, et hop. Bouton. Color panel. Le spacebar, on avait dit. Voilà. Allez, 50, ok. 50 GX. Et on a oublié le Open Dialog. Ok. Donc sur le clic du bouton, on va faire if Open Dialog 1.execute. Ici, si on regarde l'objet application que vous devez tous connaître, il a une propriété style file name. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dialog.filename. Ok. Donc si j'exécute mon application, je vais aller donc dans ces programmes files. Je vais prendre style qui existe déjà, je pourrais en créer un si je voulais, mais pour tout créer, ça prend un peu de temps.
Redist, style, FireMonkey. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre D'accord, et automatiquement, toute mon application, dans ce cas-là, s'est adaptée au nouveau style que j'ai récupéré. D'accord, donc là, on ne parle pas Golden Graphite. Graphite ou Exchange un peu. Donc chaque style peut avoir ses propres propriétés hein, selon les types de composants et tout ça. Voilà. Pas de souci. Je peux donc changer le style pour la totalité, pour la globalité de l'application, ou je peux décider, encore une fois, de le changer composant par composant. On a vu, on a possibilité sur chaque composant de modifier le style et d'appliquer un style particulier. Donc ça, c'est une des grandes différences entre les styles de la VCL et les styles de FireMonkey. Dans la VCL, on a la possibilité aussi de gérer les styles. Dans FireMonkey aussi, mais dans FireMonkey, on a possibilité de descendre au niveau du composant, ou voire de l'utiliser pour la totalité de l'application, bien entendu. Donc, descendre au niveau du composant, dans la VCL, ça c'est pas possible, ça reste des styles pour la globalité de l'application. Ok, donc ça c'est une des possibilités, et on a vu quand on va sur un style, modifier un style personnalisé, non seulement je peux bien entendu jouer sur toutes les propriétés de ce qui forme mon composant, d'accord, en modifiant les propriétés ici qui vont bien, mais j'ai également possibilité d'utiliser que ce soit des effets ou des animations, ce genre de choses, d'accord. Je peux très bien ici dire, hop, on va rajouter un shadow effect, donc là j'ai bien un effet d'ombre sur ma provider. D'accord. Donc, je pourrais définir des styles dans lesquels je vais également utiliser les effets, et pas que modifier les propriétés. Ok. Une des choses qui est intéressante également avec FireMonkey, c'est qu'on a possibilité de faire de la 3D. Je vais avoir possibilité de faire de la 3D avec des vraies applications qui sont entièrement 3D. Et également, on verra après, on va le refaire, inclure de la 3D dans une application 2D. On a vu au démarrage, lorsque je fais fichier nouveau autre, un projet Delphi, j'ai possibilité de créer une application FireMonkey HD. Je ne parle pas des applications iOS, hein, il y a un dev jeudi précis là-dessus. Mais j'ai également possibilité de faire une application FireMonkey 3D. Si je crée une application FireMonkey 3D, je retrouve donc bien avec mon application. D'accord, donc a priori, elle a l'air identique puisque j'ai une fenêtre. Apparemment, j'ai accès aux composants, donc je pourrais poser mes composants dessus. Sauf qu'il y a quand même quelques petites différences. Et une des principales différences, ça va être le type de ma fenêtre. En l'occurrence, je ne suis plus dans une fenêtre 2D, mais je suis dans une fenêtre 3D. Pardon, excusez-moi. Et si on regarde d'ailleurs, alors pas sur ma fenêtre, pardon, mais si je regarde dans la liste des composants, j'ai toute une série de composants qui s'appellent Forme 3D, qui vont me permettre de mettre des formes 3D dans mon environnement 3D. Parce que tout simplement, dans ma fenêtre, je suis sur un environnement 3D. Si je prends par exemple un cube, ceux qui sont habitués au comment ça s'appelle, au logiciel de 3D ne seront pas du tout perdus, se trouveront directement sur
sur le type de comme des outils comme AutoCAD, sur le 3D Studio Max, ce genre de choses, on a ce genre de choses, quoi. Même style de choses. Donc je peux bien entendu faire grossir mon cube, je peux le faire tourner comme ceci, je peux bien entendu le faire tourner comme ceci, et je peux également, bien sûr, le faire tourner cet axe-là. D'accord? Donc la principale différence et modification par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans mon application 2D, c'est qu'on est dans un environnement 3 dimensions dans lequel on va avoir 3 axes. D'ailleurs, on le revoit très rapidement, puisque si on regarde les propriétés de ce composant, en fait, on va remarquer qu'à chaque fois, maintenant, on a 3 propriétés. J'ai plus simplement X et Y, mais j'ai également la profondeur avec Z. D'accord? Donc je suis dans un vrai environnement 3D. J'ai également une propriété projection, puisque je peux avoir dans mon environnement une notion de caméra. D'accord. Donc par défaut, il y a une caméra par défaut qui est définie. Dans ce cas-là, je suis avec une vision par rapport à ma caméra. Je peux avoir autant de caméras que je veux. Et en fait, si je regarde dans la rubrique ici, scène 3D, je vais retrouver différents types, dont un type T-caméra, mais également d'autres types comme un type light. Donc je vais pouvoir ajouter de la lumière. En l'occurrence, mon cube là ici, enfin qui est plus trop un cube maintenant, plutôt un parallélépipède. Selon comment je le mets, on voit bien que la visu de ce rectangle n'est pas terrible, quoi. Je pourrais rajouter une lumière. Ma lumière va se trouver ici. Encore une fois, hein, ceux qui ne sont pas habitués aux environnements de 3D, ça peut paraître perturbant, mais ceux qui sont habitués à faire de la 3D se retrouveront très facilement. Et on voit bien qu'en bougeant ma lumière ici, je vais avoir possibilité d'éclairer différemment en fait ma forme 3D. Donc je l'avais dit au début, quand on a commencé cette journée où on a parlé des types d'applications FireMonkey, une application FireMonkey 3D, hein, quand on choisit dès le départ, hein, quand on fait fichier nouveau, va être une vraie application 3D qui va être optimisée pour la 3D. Et une des principales différences, c'est qu'on se retrouve sur une forme 3D. Ce qui veut dire, par exemple, que si je m'amuse à vouloir déposer un composant T-Edit, je ne vais pas le visualiser. Je ne peux pas mettre dans un environnement 3D un composant 2D classique. On va voir qu'il y a une possibilité de le faire, comment on peut le faire, et comment on pourra également le faire à l'inverse dans une application 2D. Bien entendu, j'ai possibilité de, si je récupère mon cube et que je regarde un petit peu ses propriétés, donc comme dans la 2D, hein, je vais retrouver la propriété scale, la propriété rotation angle, si ce n'est que cette fois, j'ai 3 coordonnées à chaque fois. D'accord? Je vais avoir la propriété opacité, je peux de la même manière jouer sur la transparence de mes composants, la position, et j'ai également une propriété matérielle qui va me permettre de jouer sur la texture de mon composant. Je pourrais choisir bien entendu une couleur simple. Hein. Ok, on pourrait aller ici, dire qu'on va prendre un rouge comme ça. Là. Mais j'ai possibilité également la lumière ne fait plus d'effet. Ici, c'est vrai.
Toujours la problématique des parents. Hein. Après, c'est la profondeur. Ok, donc là, on voit bien la lumière qui joue là-dessus. Ok, donc on peut faire une vraie application dans laquelle on va gérer de la 3D. De la même manière que dans les applications 2D, on pouvait mettre des effets, bah, je pourrais ici mettre des effets. Alors les effets ont pas. Alors les effets, il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas tous un impact. Ça va dépendre desquels. Je me suis jamais amusé à regarder lequel en détail avait de l'impact. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va, comme on pouvait le faire dans l'application 2D, avoir la possibilité de faire des animations. D'accord. Donc je pourrais par exemple prendre un T-Float animation que je vais mettre sur mon cube. Je vais mettre property name, on va mettre rotation angle, lequel de Y par exemple, de 0 à 360. On va faire un auto-reverse et un loop par exemple. Et on va mettre ça sur un trigger. On va mettre quand le mouse over. Voilà. On va mettre une durée de 3 secondes. Et si j'exécute mon application, je mets ma souris. J'ai bien ici une animation qui tourne dans un sens d'abord, après il repart dans l'autre sens, et ainsi de suite. On voit bien qu'il y a les effets de lumière, hein, on voit les faces qui sont plus sombres et celles qui sont plus claires en fonction de la position de ma lumière. Je pourrais également, de la même manière, hein, je pourrais très bien jouer sur ma lumière, par exemple. Hein. Alors, sur ça, tout. Donc je pourrais également, sur ma lumière, ajouter un T-Float animation. Okay. Le T-Float animation, on pourrait lui dire de prendre le rotation angle .y. On va lui mettre une durée de 3 secondes, par exemple. On va le mettre en auto-reverse et on va lui mettre un loop aussi. On va lui mettre de démarrer de moins 20 pour aller jusqu'à 70, moins 20, 70. Ok, de moins 20 à 70. Voilà. J'ai mis une durée de 3 secondes, c'est bon. Augmenter. Et on va le déclencher. Allez, on va se rajouter. On va faire sur le clic, par exemple, du cube. Clic. Hop. Float animation 1. Start. Float animation 2. Start. Voilà. Ok. On va juste enlever le trigger, du coup, dans le premier. Ok. Donc si j'exécute, j'ai bien mon cube qui tourne et on voit que j'ai les effets. Il y a des moments où c'est plus ou moins sombre hein, de ce côté-là. Ça va dépendre de comment est la lumière. Des moments où c'est complètement noir de ce côté-là. Voilà, et des moments où c'est beaucoup plus clair.
ça va être en fonction de ma lumière. D'accord, donc on peut faire une vraie 3D. J'ai vraiment des objets 3D. Alors quand on regarde dans les formes 3D, hein, on voit que j'ai les types classiques de formes 3D, hein, des cylindres, des sphères, des mèches et tout ça. J'ai également un type T-modèle 3D, d'accord, où je pourrais, dans ce cas-là, aller chercher un modèle particulier, un type 3D. Donc il y a différents formats qui sont supportés, OBJ, ASE, DAE. J'en ai pas là ici, donc on va pas utiliser ça. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de vouloir, dans une application 3D, de vouloir afficher des choses qui sont en 2D, donc des choses qui sont plus, comment dire, des composants classiques qu'on a l'habitude d'utiliser dans des applications lambda et normales, en fait. Hein, par exemple, je sais pas, un TEDI, tout ce genre de choses. Pour ça, si on regarde, en fait, pas dans cette 3D, pardon, dans couche 3D, je vais avoir, par exemple, un T-layer 3D. Donc, si je mets un layer 3D, d'accord, donc ce layer, comme les autres formes 3D, il est en 3D, d'accord, je peux jouer sur sa taille, bien sûr, mais je peux jouer sur ces différents angles de rotation, d'accord. Voilà, grandir un peu. Hop, excusez-moi, c'est visible quand même. Ok. Et il a un avantage, en fait. Donc, pareil, hein, je rappelle, dans le cube, on peut faire un design visible à false. Hein, si je me gêne et que je veux pouvoir accéder plus facilement. On a vu ça tout à l'heure. On va agrandir mon layer. Ici, l'espace m'attend. C'est pas ça. On va être un peu plus droit quand même. Et sur ce layer, un des avantages qu'il a, c'est que je vais pouvoir déposer sur ce layer, en fait, des composants classiques et traditionnels. Donc, je pourrais très bien prendre un composant T-edit. On va trouver là. Un composant button. Toujours pareil, propriété parent, ça n'a pas changé. Ça. Alors, des fois, avec dans les axes pour attraper les choses, pas pratique. Un mémo. Hop. Et bien entendu, sur ces composants, je vais pouvoir faire du code comme j'ai l'habitude de faire. One lines. Un point texte. Ok. Si j'exécute mon application, oui, j'ai une code qui ne doit pas y être. Voilà. Bon, là, mon cube, lui, tourne. Pourquoi mon layer tourne? Mon layer, il doit avoir comme parent... Il a comme parent le cube, donc jusque-là, c'est normal. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Ok, mon cube, lui, il tourne, il n'y a toujours pas de problème. D'accord, mais mes composants, eux, fonctionnent normalement comme des composants comme j'ai l'habitude de les utiliser. D'accord. Donc si je veux faire une application 3D dans laquelle je vais inclure de la 2D, donc des composants traditionnels qu'on a l'habitude d'utiliser,
il va falloir que je passe par le biais d'un layer, en fait. D'accord, obligatoirement. Après, on va revenir dans la 2D, justement, et on va voir comment on pourrait, justement, dans de la 2D, intégrer de la 3D. Donc, faire l'inverse. Encore une fois, si je veux faire une application qui est vraiment optimisée pour la 3D, il faudra que je parte sur une application 3D. Si c'est juste une application traditionnelle dans laquelle je veux inclure de la 3D à part endroit, dans ce cas-là, je partirai sur une application HD et par moment, je rajouterai de la 3D. Et si c'est vraiment une application full 3D, je partirai par une application 3D. D'accord? Donc on est dans une vraie application 3D. On peut faire toute une série de choses. Du coup, je vais juste revenir sur mon cube. Allez, on va virer le cube. Virer ma lumière. Je vais juste garder mon layer. Ici, je vais me mettre, au lieu de me mettre dans projection par rapport à la caméra, je vais me mettre par rapport à l'écran. D'accord? Dans ce cas-là, mon layer est plus à plat, en fait. Hein. Ce qui n'empêche pas de animer. Et du coup, je pourrais m'amuser sur mon bouton. Il faut peut-être que je rajoute un plot animation d'abord. Sur mon layer, je vais rajouter une animation, un prefloat animation. Ok. Lui, je vais lui dire de jouer sur le rotation, angle.x. Je vais lui dire d'aller de 0 à 360 pour une durée de 3 secondes. Et on va mettre ça sur le trigger. On va sauvegarder la trou. Ok, donc si j'exécute ça, que je mets ma souris, hop, dans ce cas-là, on a une animation sur mon layer, d'accord, qui fait un tour complet, donc on voit vite ce qu'on pourrait faire au niveau animation pour le truc. Encore une fois, on est dans une application 3D, on verra après dans une application 2D comment on pourrait faire ce genre de choses. Vous remarquez au passage que lorsque je suis à l'envers sur mon layer, hein, si je mets ici un rotation angle sur le X, 80, on voit que je suis de l'autre côté de mon layer et je vois en l'occurrence mes composants par transparence en fait, hein, qui sont à l'envers bien entendu. J'ai une propriété sur mes layers qui est la propriété toSide. À partir du moment où elle est à true, c'est la propriété par défaut, je vais visualiser en fait de l'autre côté mes composants, mais à l'envers. Si par contre je mets un false, automatiquement dans ce cas-là, quand je suis à l'envers, je ne visualise pas. Quand je suis à l'endroit, je visualise bien mes composants. Et de l'autre côté, je ne visualise pas mes composants. Donc ça dépendra de moi en fonction de ce que je veux faire. Si je mets ma souris, on voit bien de l'autre côté, voilà, le layer est pas blanc. Et automatiquement, je ne visualise pas ce qu'il y a de l'autre côté. Autre propriété qui peut être intéressante, c'est la propriété transparency. Si je mets mon layer avec une propriété transparency, on voit dans ce cas-là que mon layer est complètement transparent en fait. Hein, et il n'y a que les composants qui sont posés dessus, de la même manière qu'on le faisait avec la forme hein, tout à l'heure, où on positionnait la propriété de transparency de la forme à true. Et automatiquement, en fait, on ne voit que les composants et à aucun moment on voit le layer. Et si on veut aller plus loin que ça, en fait, on va juste remettre ça, le layer transparency false. Sur ma fenêtre, en fait, alors j'ai une propriété transparency. D'accord. Attention juste à une chose, c'est que si je mets ma fenêtre à transparency à true,
Donc en fait, le contour de ma fenêtre est bien, on le voit plus, quoi, il est plus visualisable, quoi, d'accord. Mais on voit qu'on a quand même un fond blanc qui existe. Ça, c'est dû à une chose, contrairement à l'application 2D, en fait, sur la forme. C'est que si on regarde sur la forme, par défaut, il y a une couleur qui est white. D'accord, donc ma forme est bien en blanc. Par défaut, je peux choisir de mettre nul. Enfin, pas par défaut, je peux choisir dans la sélection, justement, par défaut, ça n'y est pas. Si je choisis nul, automatiquement, ma forme est bien transparente. Et ici, j'ai bien mon animation en 3D qui se fait directement sur mon bureau, hein, sans qu'il y ait la moindre fenêtre de l'autre côté. Du coup, on voit vite, en fait, si je voulais, je pourrais très bien faire. Allez, on va prendre la forme. On va prendre un layer. Et on va le mettre en projection screen. On va le mettre en ligne avec client. D'accord. Lui-même, on va le mettre en transparency à tout. Ensuite, je vais pouvoir utiliser un T-image. Alors en fait, hein, si on regarde dans les contrôles 3D, j'ai également un composant T-image 3D, hein, donc j'aurais pu me baser directement sur ce composant-là. Du coup, hop, mon composant T-image. D'ailleurs, ici, je vais aller chercher mon image que j'ai utilisée tout à l'heure. Et on va agrandir un peu. Ok. On va mettre un bouton. Voilà, on va le faire avec un trigger pour gagner du temps. On va mettre un T-float animation sur le T-image, d'accord, qui va travailler sur la propriété rotation angle, pardon, pas sur le T-image, sur le layer, bien entendu, qui va travailler sur la propriété rotation angle X, 0 à 360. Sur ma forme, je vais mettre un screen center, stop center, ok, 0, 360, 3 secondes, et on va lui mettre un trigger mouse over. Ok. Normalement, on devrait être bon. Ok, ici j'ai bien non, ici j'ai bien un truc bizarre. J'ai oublié un truc. Le float animation, il est sur le layer. Le trigger, il est bien en mode over. On va le lancer manuellement alors. C'est le trigger qui déconne. Le layer est invisible, ceci dit, ça paraît un peu normal. C'est pas ça que je voulais. Float animation.start quand on va cliquer sur l'image. Voilà. Ok. Et automatiquement, j'ai bien ma fenêtre. Oh. J'ai un problème avec quelque chose qui disparaît. Ouais, c'est marrant. Non, ça pourquoi pas un truc disparaît.
Là. Fou, ça. Non. Ok. Pourquoi pas, on fait ça. Mais sans ça disparaît après. Donc on a bien l'animation, on pourrait mettre une animation infinie, comme ça permettrait de se tourner. Si on lui met un loop, un truc. Ok. Ok, donc là j'ai bien ma fenêtre qui tourne. Hein. Et en jouant avec les transparences, il n'y a pas de. Donc c'est pas la fenêtre qui tourne. La fenêtre, la fenêtre reste stable. Hein. Même quand on est dans une application 3D, en fait, la fenêtre, ça reste la base. Mais là, c'est le layer qui tourne, hein, pardon. Pas la fenêtre qui tourne. OK. Ce qui peut être intéressant après du coup, c'est d'avoir envie de faire ça, mais dans une application 2D. Pour ça, on va créer une application FireMonkey HD, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est pouvoir animer mes composants classiquement. D'accord. Donc, je peux mélanger, du coup, je pourrais très bien avoir un panel. Voilà, on va mettre en ligne, top, top, voilà. Avec un bouton dessus, pas de problème, ok. Et ensuite, si je veux intégrer de la 3D dans mon application 2D, puisqu'on est dans une application HD, là, il va falloir que j'utilise un composant qui s'appelle le T-Viewport 3D. Ça va me permettre d'avoir un environnement 3D dans mon composant, comme si j'avais une forme 3D intégrée. En fait. Alors, toujours le problème du parent. Hop. OK. Donc, je pourrais avoir... Alors, on va le mettre allez, en ligne. Et le client, voilà, comme ça, il va prendre la totalité de l'autre, de ce qui reste. Donc là, j'ai un viewport 3D. C'est comme si j'avais une forme 3D. D'accord. Je vais pouvoir, dessus, venir poser, en fait, ben, ce que j'avais, en fait, on se rend compte que si je prends un cube, comme tout à l'heure, hein, je suis dans un environnement 3D comme quand j'étais dans ma forme 3D. Bon, je pourrais rajouter des lights, des lumières, des caméras, ce genre de choses. Du coup, si je voulais rajouter un layer que je vais faire tourner, je pourrais, comme je l'ai fait tout à l'heure, prendre un pré-layer 3D. On va changer sa projection. Pour pas avoir, quand on est avec une visu caméra, on voit qu'il est légèrement incliné par rapport à ce qu'on a, à la visu qu'on a à l'écran, nous. Donc on va prendre une projection screen. Voilà. Bah tiens, on pourrait le faire en ligne avec le height. Voilà. Et on pourrait même en mettre un autre. Layer 3D. Pardon, c'est toujours pareil. Voilà. Pareil, on va modifier sa projection pour prendre screen. Et lui, on va le mettre en ligne.
Ok. Et sur ces layers, ben après, du coup, je peux poser tout ce que j'ai envie de poser. Hein. Un mémo, un bouton. Ah, quand je clique ici, mémo, lines, add that time to stay under now. Ok. Et pareil, de l'autre côté, on pourrait mettre des edits. Edit. Hop. Voilà. Je peux mettre tout ce que je veux, il n'y a pas de problème, c'est ce que j'ai l'habitude de mettre. N'importe. Et on pourrait rajouter un T-float animation sur le premier layer et un autre T-float animation sur le deuxième layer. Sur le premier layer, on va lui dire de travailler sur le rotation angle.x de 0 à 360. On va faire un loop et on va faire un auto-reverse. On va faire ça en 3 secondes. Et sur le deuxième layer, on va lui dire de travailler sur lequel j'ai dû travailler X. Donc là, on va prendre Y, rotation angle.y. De 0 à 360 sur une durée de 3 secondes en auto-reverse, en loop. Ok, et quand on va cliquer là-haut, tout simplement, on va lancer float animation start, float animation 2 start. Ok, donc bien entendu, mes composants, là, ils marchent normalement, il n'y a pas de souci. Je peux cliquer sur mes composants, saisir dans mes champs edit, il n'y a pas de problème. Et lorsque je clique, je peux bien entendu animer tout ça. Ici, j'ai animé bien entendu que la rotation. Rien ne m'empêcherait en même temps d'animer la position pour faire disparaître le panel de ma fenêtre. Enfin, voilà, il faut jouer sur l'opacité pour le masquer petit à petit. Il y a plein de choses qui sont faisables, quoi, en fait. En fait, on voit que très rapidement, donc là, l'avantage, c'est que je suis dans une application 2D dans laquelle j'ai intégré de la 3D, et du coup, je peux mettre des effets 3D sans aucun problème, quoi. Je pourrais jouer après si je remets sur celui-là de flotte animation. On se rappelle qu'on avait l'interpolation aussi. On pourrait mettre, je ne me rappelle plus celle-ci, à quoi elle correspond. Alors que là, il se met accéléré, il démarre tout doucement en fait. Hein. Et là, il se met accéléré. L'autre, on pourrait mettre relatif, je sais pas ce que je sais plus. J'ai eu ce truc, c'est très mignon, j'ai jamais compris pourquoi ça me faisait ça. Mon application est bien fermée, je la vois pas là-dedans. Là. Ça m'a déjà fait une fois, j'ai jamais compris pourquoi. Ça m'avait fait une fois, après ça me le faisait plus.
On va aller enregistrer. Okay. Sinon, je suis en train de prendre une police, on va prendre par exemple. Ok, donc voilà, bon, cet effet. Bon, faut pas hésiter à tester les interpolations, mais du coup, il y a plein de possibilités, plein de choses qui sont faisables, quoi. Juste pour montrer, du coup, avant de passer à autre chose, que très facilement, du coup, on pourrait, en utilisant les animations, par exemple, ce genre de choses, on peut faire des choses. Je vais prendre un composant image. Hop. Juste pour montrer que très rapidement, en fait, on peut arriver à faire quelque chose. Avec client, IMG, heure. Je sais pas pourquoi il y a des fois. J'ai 8. Hop. IMG, seconde. Ok. Sur heure, on va aller chercher une image. On va prendre sur minute. Hop. Je me suis trompé en fait, j'ai oublié. Image, hop, j'ai fond. Oui. Sur... Donc, ok, donc sur heure, c'est pas ça en fait. Les aiguilles, c'est mieux. Heure, ok. Sur le fond, hop. Et sur les secondes, ok. Ensuite, un petit timer. Donc, comme le timer classique, il n'y a pas de changement là-dessus. Sur l'événement, le timer. Hop. Je sais plus si c'est des code time de now, virgule h, m, virgule s, virgule n, c'est aussi des millisecondes. Ok. Ensuite, donc img point rotation angle, et point égal. Donc c'est
C'est 12, c'était machin intro. Donc, H, voilà 12. IMG init point rotation angle de point égal les minutes c'est m fois 6 et IMG seconde point rotation angle de point égal S fois 6. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Word. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Bizarre ce truc-là. Hop, on va enregistrer ça. Jeudi 22, 2003. Ok. Ok, et très simplement, donc du coup, j'ai l'embauche, je me suis trompé quelque part, c'est pas la bonne heure. Qu'est-ce que j'ai merdé? C'est pas 12, c'est 15, mais pourquoi j'ai mis 15? Qu'est-ce que je fais Ah oui, pardon, je dis n'importe quoi. C'est oui, c'est n'importe quoi. J'ai pris un H, moins 12, c'est la fin de la journée, je fatigue. Ok, c'est mieux. D'accord, et bien entendu, je pourrais également, si je voulais que ça soit encore mieux, dans ma fenêtre, mettre la propriété transparency à true. Ok. Voilà, j'ai bien donc mon horloge. Juste pour montrer que très facilement, en fait, très simplement, avec quelques lignes de code, en fait, on peut arriver à faire des choses sympas qui vont s'animer. Voilà. Après, ça ne m'empêcherait de rajouter des effets ou autre, plein de choses qui sont faisables. Je pourrais très bien ici dire que sur l'image de fond, je vais rajouter un effet go. Voilà. J'ai plein de choses qui sont. Après, je pourrais l'animer, je pourrais la faire tourner. Il y a plein de choses qui sont faisables. Juste pour montrer que très simplement, en fait, on peut arriver à faire des choses. Ok. On va parler maintenant des live bindings, puisque c'est une nouveauté qui est apparue dans Delphi X2, et qu'en l'occurrence, c'est ce qui va nous permettre de relier des composants
entre eux, voire des données. Alors on va pas parler de la partie données, puisqu'on a un dev du jeudi sur Delphi et les bases de données. Donc on parlera des bases de données dans la VCL, mais également dans FireMonkey. Donc on verra comment on peut utiliser Live Binding dans FireMonkey pour les données, mais on peut également utiliser le Live Binding pour relier des composants entre eux, tout simplement. Comme on a pris un petit peu de retard, je vais gagner du temps en prenant des démos déjà existantes. Je ne sais plus laquelle était celle que je voulais, c'était pas ça. Voilà. Il me semble qu'il y en avait une autre. C'est peut-être quelque chose qui est juste pour la vaisselle. Allez, on prend une. L'expression. Non, ça c'est les noms de données. Je ne pas ça. Voilà, c'est ça que je veux. Ok. Donc si on remarque ici, je vais d'abord exécuter l'application. On va voir ce que ça permet de faire. Donc les live binding, ça va nous permettre entre autres de se connecter aux bases de données, mais ça on le verra avec le développement de Delphi et les bases de données. Mais ça peut également nous permettre de relier des composants entre eux. Ici en l'occurrence, en fait, j'ai une trackbar. Et lorsque je bouge ma trackbar, on voit bien que la propriété de mon composant edit se met à jour automatiquement. Ok. La même chose avec deux trackbars. Ici, lorsque je tape du texte, automatiquement, quand je sors donc de mon edit, automatiquement le label est mis à jour. Pareil ici pour deux edits entre eux. Bref, on peut relier pas mal de choses entre une combo, en fait, une trackbar avec une progress bar, ce genre de choses. Et si on regarde, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais ça, il suffirait de taper quelques lignes de code et ça serait fait, mais en l'occurrence, en fait, il y a du code, bien entendu, mais il n'y a aucun code qui va définir, les codes, ils sont juste pour désactiver en vue, il y a des cases à cocher pour activer ou désactiver à chaque fois. Il n'y a aucun code qui va mettre à jour un composant par rapport à un autre. Pour ça, en fait, si on regarde dans chaque composant, on a possibilité dans beaucoup de propriétés de définir du live bindings, en fait. Donc sur chaque composant, j'ai une propriété en fait live bindings, dans lequel je peux faire un nouveau live binding. Si je fais un live binding, je peux dire quel type de bind je peux faire, d'accord. Est-ce que ça peut être une expression, juste un lien simple par rapport à des listes, des grilles, des positions, ce genre de choses. Automatiquement, quand je vais créer des binds avec le live binding, il va me positionner un composant binding list qui va recenser tous les bindings qui sont créés sur ma fenêtre. Si je double-clique donc sur la binding list, on va voir qu'automatiquement, j'ai la liste de tous les bindings qui ont été créés. Un binding, ça se présente comment? Ici, j'ai un binding, donc donc j'ai deux propriétés. J'ai une propriété source, qu'elle est donc là on est sur le
track bar et la progress bar, hein, qui était là. On se rappelle, quand je bougeais la track bar, je vais réduire un peu ça. La track bar, la progress bar suivait. Donc j'ai une propriété source. Quel est le composant source? Donc le composant source, en l'occurrence, c'est le track bar. Quel est le composant qui va être mis à jour? D'accord? Qui est relié à la source. En l'occurrence, c'est la progress bar. Ça, c'est le nom de mon bind. Et ensuite, quelle est l'expression? L'expression, en fait, ça va être la propriété. Ça va être comme les animations, hein. Quand on fait les animations, on définit sur quoi on fait l'animation et sur quelle propriété, en fait, on va mettre à jour. D'accord? Ici, dans l'expression, hein, donc j'ai le source ici, quel est le composant source, quel est le composant à contrôler, et ensuite, quelles sont les en format d'expression, quelles sont les propriétés que je vais mettre à jour. Si je clique ici, je pourrais avoir plusieurs propriétés qui sont mises à jour. J'ai une première propriété, d'accord. Donc, dans la source, quel est le nom de la propriété? Donc, en l'occurrence, hein, dans un track bar, le nom de la propriété, c'est value. D'accord. Et dans la progress bar, quel est le nom de la propriété? En l'occurrence, c'est également value aussi. D'accord. Donc, si je reviens ici, dans le source expression, je vais tout simplement taper le nom de la propriété, source, du composant source, donc le track bar, c'est value, et le nom de la propriété du composant destination, c'est value. Et ensuite, quelle est la direction? Est-ce que c'est de source vers contrôle? Est-ce que c'est de contrôle vers source? Ou est-ce que c'est bidirectionnel? D'accord. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Je vais pouvoir, à chaque fois, créer des bindings pour pouvoir relier mes composants entre eux. D'accord. Donc, si je posais, par exemple, ici, une progress bar, et une track bar, okay. Je pourrais ici, sur la propriété du composant que je veux modifier, aller sur sa propriété live binding et dire que je vais définir un nouveau live binding, un bind expression. Dans ce bind expression, quelle est la source? La source, c'est la track bar que j'ai rajoutée, qui est, comment elle s'appelle déjà, track bar 1. Donc, quel est le composant source? C'est le track bar 1. Track bar 1. D'accord. Quelle est l'expression? De la source, donc c'est, on a dit dans la track bar 1, je me suis trompé, j'ai pris la toolbar 1, là. Track bar 1, et on a dit dans la source, l'expression c'est value. Le contrôle à mettre à jour, donc c'est bien celui sur lequel je suis, ça va de source vers contrôle. Automatiquement, si je viens ici, je dois avoir un nouveau, donc c'est bien progress bar 1. J'ai un nouveau bind expression. C'est qu'il est... Celui-là. J'ai oublié une propriété quelque part. Contrôle expression. Donc ici, c'est value aussi. Ok.
Donc si j'exécute, qu'est-ce que j'ai oublié? Ok, faut pas que j'oublie le notify output qui va permettre de lui notifier que justement il y a eu une mise à jour de ma propriété et qu'il faut qu'il mette à jour l'autre propriété. Non, d'accord. J'ai pas pris le bon type. Ouais, j'ai pas pris le bon type en fait de binding. On va commencer. Ok. Dans le cas du bind expression, si je me souviens bien, il faut faire un notify à la main. Le on change. On va voir si c'est ça. Notify. Bar 1. Ok. On va voir si c'est ça. Voilà, c'est ça. J'utilisais bind expression, sinon il aurait fallu utiliser comme sur les autres un bind expression item quand j'ai fait mon nouveau live bindings ici. Nouveau live binding. Il aurait fallu que je prenne un bind expression item pour pas avoir besoin de faire le notify. Dans le bind expression, sur les événements on-change, en fait, il faut juste que je dise au binding list de lui faire un notify pour lui dire attention, le composant track bar 1, la propriété a changé. Si je voulais ici, je pourrais préciser le nom de la propriété ou ne rien mettre. Et du coup, il va vérifier toutes les propriétés. En fait. Ok, donc c'était pour donner un aperçu rapide de ce qu'on peut faire avec les live binding. Je vous engage à aller voir sur YouTube. Donc si vous faites youtube.com/codeway5, vous tomberez sur les vidéos du Codeway 5 et il y en a une sur les live binding où vous aurez un peu plus de détails. Encore une fois, il y a la partie également donc, de John Colibri. Il y a la partie base de données en fait, mais ça on le verra lors du dev du jeudi, Delphi et les bases de données. Ok. Pour terminer cette journée, et déjà ce deuxième épisode du dev du jeudi, qui est basé sur FireMonkey, on avait vu la dernière fois que dans la page d'accueil, on avait un lien dans documentation sur SourceForge. Je vous encourage à aller voir, il y a une rubrique FireMonkey spécifique dans laquelle il y a toute une série de démos. Il y en a des assez sympas. Juste pour vous montrer, avant de terminer, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Hein. Bon, ça se fait en live, hein, donc c'est difficile d'être pile poil précis. Quoi. On évolue en fonction des questions aussi.
pour vous montrer un petit peu le genre de choses sympas qu'on pourrait faire. Ok, j'expliquerai après brièvement comment c'est fait en fait. C'est marrant, ça me fait la même chose que tout à l'heure. C'est bizarre ce truc. Ok, on est donc ici avec une application, d'accord, qui représente un livre en fait. D'accord, donc je peux bouger ce livre comme je le souhaite. Et je peux en fait, en cliquant, livre ou incarné, hein, peu importe, en cliquant sur l'icône qui est ici, en fait, tout simplement ouvrir en fait le carnet sur lequel je pourrais ensuite prendre des notes, avoir des informations ou autres. D'accord. Et en cliquant ici, je pourrais avoir tout simplement une fermeture de mon carnet ou de mon livre. Donc juste pour montrer en fait que assez simplement, on peut rajouter des effets avec une page qui s'ouvre, qui se ferme. D'accord. Après, mettre ici des contrôles pour saisir des données, ça reste basique, quoi. Hein, ça, bien sûr, JR que je peux ressortir par là. Donc encore une fois, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment votre imagination qui va être vos limites. Je le pense sincèrement. On va voir. Après, je vais vous montrer une petite vidéo aussi d'une application assez sympa, juste pour montrer que avec FireMonkey, il y a vraiment énormément de possibilités en utilisant les effets, en utilisant les animations, en utilisant la 3D. Donc ici, le principe, en fait, est assez simple. J'ai tout simplement plusieurs layers, d'accord. On voit ici que j'ai plusieurs layers. Je suis donc dans une application de type 3D. J'ai bien une T-forme 3D. Je vais avoir ici différents layers. Et tout simplement, lorsque je vais cliquer ici, donc j'ai 3 layers qui sont entassés, en fait. Un pour l'image du carnet fermé. Un autre avec... J'ai un autre layer avec l'image des pages en fait. Hein. Donc ça c'est la page. Et j'ai un dernier layer. Alors en fait il est à la verticale ici. Hein, si on regarde la propriété rotation angle en Y, il est à 270, d'accord. On voit bien que c'est ici que je vais avoir l'image de l'autre page. Donc tout simplement, je vais remettre le front cover. Hop. Quand je clique pour ouvrir mon carnet, je vais tout simplement jouer sur l'angle de rotation Y, d'accord, 30, 40, jusqu'à 90 degrés. Une fois que je suis à 90 degrés, c'est ce layer-là qui va prendre le relais. 280, 300, 310, d'accord, jusqu'à 360. Ici, il sera complètement ouvert. Et en même temps que celui-là prend le relais, j'ai bien entendu celui-ci, Google, qui va apparaître. Alors en fait, qui lui il part d'ici en fait, et en même temps que l'autre bouge, tout simplement 310, 320, 330, jusqu'à 360. D'accord. Donc automatiquement en fait, c'est juste une question de rotation d'angle de mes layers. Bien entendu, sur chacun des layers, j'ai des composants T-images dans lesquels j'ai intégré les images de ma couverture et autres. Ensuite, si je voulais, hein, bien entendu, rajouter
des contrôles, ben, très simplement, hein. Image ici. Encore. Mémo. Bouton. Ok. Encore, vu que chaque composant peut être le parent d'un n'importe quel, de n'importe quel autre composant, même sur un image en fait, je peux tout simplement rajouter les composants sans problème, quoi. Ok, donc si je réexécute, j'espère que j'ai remis les layers dans l'ordre au niveau des angles de rotation. Hop. Hop là. Le bac. Il y a 270 et au fond, c'est lui qui doit être à 0. Bizarre cette erreur là avec chaque fois il fait ça. La fin de la journée en fait, il en a marre. Ok, j'ai dû oublier de remettre un layer, comme je regarde en détail les layers. Enfin bon, on voit très simplement hein, comment on peut passer, faire ce genre d'animation assez facilement, quoi. D'accord. Et ensuite rajouter les contrôles pour la saisie, ça reste basique. Juste pour vous montrer une dernière vidéo, pour vous montrer ce qui est possible avec FireMonkey. J'aimerais vous montrer ça. Ok. Donc ça c'est basique, ok, c'est un effet. Mais voilà le genre d'application qui peut être fait avec FireMonkey. Où on va retrouver ici comme un tourniquet avec des cartes postales en fait. Hein. Je retrouve toutes les cartes postales, donc tout ça c'est en 3D, bien entendu ça peut tourner, après on peut cliquer sur chaque carte postale et la voir un peu plus en détail, quoi. Mais voilà, quoi, ça montre vraiment les possibilités, les capacités de ce qu'on peut faire avec FireMonkey, quoi. Encore une fois, j'insiste sur le fait de ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment votre imagination en fait qui va vous mettre des limites dans ce que vous pouvez créer, mais il y a vraiment énormément de choses qu'on peut créer, quoi, en fait. Hein. On voit bien ici que chaque partie peut tourner séparément. Voilà, il y a une autre possibilité aussi avec plein de choses en fait qui sont faisables. C'est vraiment encore une fois votre imagination qui vous mettra des limites, mais vous avez vraiment possibilité de faire énormément de choses en fait avec cette nouvelle version de Ratio X2 et avec le FireMonkey. En jouant avec la 3D, en jouant avec les effets. Il faut essayer de sortir au contraire justement des habitudes qu'on a avec les applications classiques pour pouvoir créer plein de nouvelles choses. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Encore une fois, je rappelle, pour les vidéos, pour l'instant, il n'y a que les petits codes, bien entendu. Le devdujedi.com, il y a un lien sur les vidéos. D'accord, vous retrouverez la playlist pour toutes les parties, les 5 parties de l'épisode 1. Ok, ok.
On va répondre aux questions. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Quelle était la dernière question? Pas énormément de questions là sur la dernière série, soit les gens se sont tous endormis, c'est possible aussi. Tes sélections et tes points de sélection. C'est quoi la question donc? C'est peut-être sur ce que c'est comme composant en fait. Donc on va créer une nouvelle application FireMonkey HD. C'est vrai qu'on a, si on regarde dans la liste des composants, on a composant T-point sélection en fait. Donc en fait, ça représente un petit point, tout bêtement, d'accord. Ça pourrait nous permettre de faire justement ce qu'on a en conception dans Delphi. À la base, c'était prévu surtout pour ça. D'accord. Quand on sélectionne un composant, j'ai tous les points qui se mettent en fait. Télésélection et le télésélection, en fait, on le voit bien, ben voilà, ça permet d'avoir la sélection d'un composant. Je pourrais définir sa taille et autres. Il m'énerve de faire ça. Ok, on va tout fermer. Vraiment bizarre ces trucs. Un truc étrange qui se passe là. Hop, ok, donc on voit à l'exécution que ça me permettrait de faire une sélection d'une zone. Et le T-point sélection, c'est juste le point en fait. Je n'aurais pas tout l'ensemble si je voulais positionner les points. Voilà. À quoi servent ces composants H30, donc ça c'était quand je faisais l'horloge, c'est quelqu'un qui m'a donné la solution, je n'avais pas fait gaffe. Quand aura-t-on une aide dans l'IDE pour FireMonkey? Donc il y a déjà une aide, hein. Elle évolue au fur et à mesure des updates. Sinon, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas hésiter à aller voir le wiki. Hein. Donc je rappelle, si vous ne savez plus où il est, on va voir, page d'accueil, et dans documentation, Aide FireMonkey, vous allez directement sur le wiki pour FireMonkey. Donc il ne faut pas hésiter à y aller parce que lui, il est mis à jour forcément plus rapidement que vous. Il faudra attendre d'avoir le prochain update pour avoir les évolutions. Donc n'hésitez surtout pas à y aller. Et encore une fois, toujours pareil, dans la page d'accueil, documentation, SourceForge, et vous aurez des liens vers la majorité des mots qui sont pareils, qui sont plus mis à jour que ce que vous aurez quand vous installerez. Non, on ne dort pas, donc une personne précise que vous ne dormez pas. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi quand vous allez dans le wiki. Une bonne remarque de William. Documentation FireMonkey. Vous pouvez choisir la langue, on peut se mettre en français, on peut changer. Bien entendu, ce qui est en anglais est plus à jour que ce qui est en français, donc si vous n'avez pas de souci avec l'anglais, n'hésitez pas à y aller. Ok, d'autres questions? Je crois qu'il n'y a plus de questions, les gens sont fatigués aujourd'hui, je crois. Ah non, une personne précise, non, on ne dort pas, les explications ont été bonnes. Bon, bah, c'est parfait alors. Merci à tous. Ah, une question. Quand je tape sur F1, Microsoft Document Explorer se lance pour afficher l'aide, mais il n'a pas l'autorisation. Une idée pour que cela passe. Oui, lancez votre Delphi en mode admin en fait.
Et automatiquement, tout ce qui sera lancé par Delphi sera automatiquement en mode admin. Une autre personne qui dit pas d'autres questions. Une autre qui dit merci beaucoup, très instructif, bravo. Merci à vous encore une fois de suivre tous ces événements. J'avais eu la question la dernière fois de combien de personnes il y avait eu de connectés la dernière fois. Donc c'est vrai que j'ai pas les infos en temps réel, hein, puisque il faut voir, il y en a qui se connectent, qui se déconnectent, donc c'est difficile à dire, j'ai pas trop regardé aujourd'hui. Il faut savoir que la dernière fois, on avait été un peu plus de 80, si je me souviens bien, à être connectés. Merci, génial, merci Thierry, de rien, merci, la formule est bonne soirée. Ok, ben merci à vous, j'espère que je vous ai donné envie d'utiliser FireMonkey, j'ai essayé de vous montrer un peu toutes les choses et quelques astuces aussi pour pouvoir l'utiliser, pas galérer certaines fois, et certaines propriétés ou options particulières. Hop, une nouvelle question. Merci Thierry, à jeudi prochain. Donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 3, hein. Déjà 2 épisodes pour le dev du jeudi. Donc on continue, il en reste encore 14, je vous rappelle qu'en tout il y en aura 16. Donc le prochain c'est le jeudi 2 février. On va parler de débugage dans RADstudio X2. On va voir ce qu'on peut faire au niveau du débugage. Donc n'hésitez pas surtout à vous connecter. Je rappelle les horaires, 10h midi, 14h, 17h. C'est entièrement gratuit, bien entendu. Et comme cette fois-ci, à l'issue, on va travailler sur les vidéos pour les découper, mettre ce qui va bien, faire ça au propre. Je rappelle que les liens que je vous ai montrés sur le dev du jeudi et ensuite après sur YouTube pour avoir les différentes vidéos, c'est toutes des vidéos en HD. Toutes les vidéos sont en HD, sont entièrement en français, donc on en est déjà à un peu plus de 5 heures de vidéo. On va rajouter les 5 heures d'aujourd'hui et ainsi de suite tous les épisodes. Ce qui veut dire que au mois de mai, vous vous retrouverez à 80 heures de vidéo sur le RADstudio X2. Donc, je pense que vous ne pourrez plus dire que vous n'avez pas de ressources sur le RADstudio X2 pour voir ce qu'on peut faire et essayer d'apprendre avec. Voilà. Encore une fois, merci de votre participation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, une semaine pour vous reposer encore. Et rendez-vous jeudi 2 février, on va parler de débugage dans le RADstudio X2. Merci beaucoup pour votre présence. Bye bye.